Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite bien sûr à relayer et à agrémenter d'un pouce en l'air. Nous commençons ce soir avec les propos chocs de Donald Trump sur la bande de Gaza. Lors d'une rencontre avec Benjamin Netanyahou, le président américain a expliqué vouloir administrer le territoire palestinien pour le transformer en Côte d'Azur moyen-orientale. À l'Assemblée nationale, c'est le statu quo. Les deux motions de censure votées en début de soirée avaient très peu de chances de passer, alors que le RN et le PS ont renoncé à s'associer à ce vote contre le gouvernement. Et puis nous reviendrons pour terminer sur la manifestation des policiers organisée devant le Palais Bourbon mardi. Donald Trump a-t-il tordu le cou au droit international? Lors de sa rencontre avec Benjamin Netanyahou, le président américain a déclaré que Washington pourrait prendre le contrôle de la bande de Gaza pour transformer la zone en Côte d'Azur du Moyen-Orient. Le point tout de suite. Bluff ou pas bluff? C'est la question à laquelle les instances internationales ne sont pas encore capables de répondre avec certitude depuis les déclarations de Donald Trump mardi. The US will take over the Gaza Strip. And we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. La population de la région, mais pas les Palestiniens. En effet, pour Donald Trump, les habitants de Gaza doivent rejoindre l'Égypte ou la Jordanie ou quelque autre pays qui voudra bien les accueillir, loin des frontières israéliennes. Une conception du droit international qui sera difficile à faire avaler aux Palestiniens pour le moment, comme l'a expliqué Riyad Mansour, l'ambassadeur de Palestine aux Nations Unies. Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy, nice place, let them go back, to their original homes inside Israel. There are nice places there, and they will be happy to return to these places. But in the meantime, our homeland is our homeland. If part of it is destroyed, the Gaza Strip, the Palestinian people selected the choice to return to it. In 2 days, in a span of few hours, 400,000 Palestinians walking returned to the northern part of the Gaza Strip. I think that we should be respecting the selections and the wishes of the Palestinian people. L'ONU elle-même a rappelé que tout transfert forcé de population ou expulsion est strictement prohibé. Il semble pourtant que Donald Trump ait d'autres projets que l'autodétermination des peuples prévus par le droit international. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Un mélange entre Monaco et Mar-a-Lago au Proche-Orient. Voilà en somme l'idée promue par le président américain, marqué par son passé de magnat de l'immobilier. Sans surprise, la proposition a provoqué la sidération d'un grand nombre de dirigeants mondiaux. Il n'en reste pas moins que c'est bien le nouveau locataire de la Maison-Blanche qui a ficelé l'accord de cessez-le-feu fin janvier, permettant de libérer plusieurs prisonniers israéliens retenus par le Hamas ou des groupes affiliés. Ainsi, tout porte à croire que le choc provoqué par les propos de Donald Trump était voulu, à l'image de ses méthodes appliquées en matière économique. En effet, après les propos concernant l'explosion des tarifs douaniers avec le Mexique et le Canada, le président américain s'est mis en position de force pour exiger des mesures dont on a sans doute perçu que le commencement. Tout porte à croire que les déclarations sur Gaza vont dans le même sens. En effet, ces propos s'inscrivent à l'aune d'une nouvelle phase de négociation entre Tel Aviv et le Hamas. C'est d'ailleurs pour cette raison que Donald Trump a botté en touche face à une question sur la Cisjordanie. Mentioned in the past you're concerned about Israel being too small geographically. Would you support annexation of parts of the West Bank by Israel? Well, I'm not going to talk about that. It certainly is a small, it's a small country in terms of land. See this pen, this wonderful pen? My desk is the Middle East. And this pen, the top of the pen, that's Israel. That's not good, right? That's a pretty big difference. I use that as an analogy. It's pretty accurate, actually.
Chaque chose en son temps. Voilà comment interpréter ces tergiversations. Lors de la rencontre avec Benjamin Netanyahou, d'autres sujets auraient été évoqués à l'image des poursuites judiciaires contre le Premier ministre et désormais son épouse. Rien n'indique d'ailleurs que les propos tenus par le président américain sur Gaza soient un blanc-seing pour le dirigeant israélien. Au contraire. Dans ce cadre, il faut rappeler les propos particulièrement insultants de Donald Trump à l'égard de Benjamin Netanyahou, rapportés par le professeur Jeffrey Sachs. De même, l'idée d'une reprise en main de Gaza par les États-Unis est aussi une façon de mettre le dirigeant israélien sur la touche. Ainsi, il apparaît évident que les relations entre Trump et Netanyahou ne sont pas si proches que ça d'une lune de miel. Le vieux couple a pourtant sauvé les apparences avec de jolis présents à échanger pendant la rencontre. Ainsi, le président américain a fait l'offrande de leur portrait, agrémenté d'une dédicace à Bibi, un grand leader. En retour, Trump a reçu en cadeau 2 beepers, dont un doré en référence aux opérations meurtrières menées par Israël contre des membres du Hezbollah en septembre dernier, des opérations non revendiquées par Israël, mais qualifiées à nouveau de formidables par Donald Trump, bien que des victimes collatérales ont été à déplorer. Dans la même séquence, le président américain a affirmé vouloir privilégier la diplomatie avec l'Iran concernant la question du nucléaire, malgré son rétablissement d'une politique de sanctions très lourde contre Téhéran dès son retour à la Maison-Blanche. Tout porte donc à croire que les plans de Donald Trump ne s'arrêtent pas à la Méditerranée bordant Gaza et que le Moyen-Orient avance vers une phase de négociation d'ampleur face à un président davantage habitué au bras de fer dans les affaires qu'à la diplomatie de salon. Reste à savoir exactement quels sont les contours de ses ambitions. Deux motions pour rien en attendant les prochaines. Le gouvernement Bayrou devait passer entre les mailles du filet parlementaire à l'occasion d'un double vote de défiance. Ce n'est probablement que partie remise. Explication d'Olivier Frère-Jacques. À cette heure-ci, j'appelle tous les opposants à voter pour la censure, donc contre le budget. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous le savez, le budget, ça détermine si vous êtes dans une majorité ou dans une opposition. Le député insoumis Éric Coquerel était en représentation mercredi matin sur le plateau de CNews et a appelé l'ensemble des oppositions à voter la censure. Un appel qui n'aura certainement pas suffi alors que le résultat du vote des 2 motions de censure déposées par LFI contre le budget de l'État et celui de la sécurité sociale devaient être connus en début de soirée, peu après l'enregistrement de votre journal de TV Liberté. Les Insoumis pouvaient aussi compter sur le soutien de leurs alliés verts qui, sans se couper des socialistes, entendent tenir une ligne plus dure vis-à-vis du gouvernement. Marine Tondelier a naturellement invoqué l'écologie comme raison de voter la censure. Mais là, vous savez, le gouvernement a tellement censuré l'écologie dans le budget que je ne vois pas bien quel écologiste ne censurerait pas le budget de ce gouvernement. Le chef de file des communistes à l'Assemblée, André Chassaigne, a également affirmé dès lundi que ses troupes voteraient les motions de leurs camarades insoumis. Que c'est un budget qui est en régression. Et c'est honteux qu'on oblige des députés comme nous à passer par une motion de censure parce qu'on leur enlève la parole, parce qu'ils ne peuvent pas voter d'amendement, parce qu'ils n'ont pas de prise sur le budget. Pas content lundi, mais pas satisfait mercredi. En additionnant les voix des 3 composantes du nouveau Front populaire votant la censure, le total atteint 126 voix auxquelles pourraient s'ajouter celles de quelques socialistes, voire d'élus du groupe Lyotte. Même en envisageant un apport improbable d'une vingtaine de voix, le compte des 289 suffrages nécessaires sera très loin d'être atteint. C'est donc un coup d'épée dans l'eau et une occasion pour les insoumis de laver plus blanc que blanc en se plaçant en opposition pure et en répétant à qui veut l'entendre que le budget est validé par une alliance allant du PS au RN. Ce qui est faux, ces 2 formations n'ayant pas soutenu le budget mais seulement refusé l'initiative de censure des insoumis. Les socialistes savent le risque qu'ils prennent vis-à-vis d'une partie de l'électorat de gauche, mais entendent jouer la carte de la responsabilité, mot utilisé à tue-tête pour justifier tantôt un comportement raisonnable ou d'apparence raisonnable, tantôt un manque de courage. Boris Vallaud, président du groupe PS à l'Assemblée, a exprimé la gêne des socialistes à ce sujet. En sincérité, c'est un moment éprouvant, c'est un moment difficile. C'est les Français, c'est les chefs d'entreprise, c'est les artisans, c'est les commerçants, c'est le monde du BTP, c'est les agriculteurs de ma circonscription, c'est les responsables associatifs. Côté RN, c'est aussi la carte de la responsabilité qui est avancée. Le député Sébastien Chenu a ainsi estimé que même mauvais, le pays devait se doter d'un budget.
La France a besoin d'un budget. On peut tenir grâce à une loi spéciale quelques mois, nous l'avons démontré, le pays ne s'est pas arrêté, mais en revanche, est-ce qu'on peut aller au-delà de quelques mois sans budget? La question se serait posée. Un mauvais budget plutôt que pas de budget. Les socialistes ont déjà annoncé qu'ils poseraient à leur tour une motion de censure dans les jours à venir, mais portant cette fois sur les propos de François Bayrou qui a évoqué le, je cite, sentiment de submersion migratoire. Une motion pas très courageuse car le PS sait pertinemment que le RN ne votera pas ce texte et qu'il s'agira d'un nouveau coup d'épée dans l'eau. Concernant ce mauvais budget qui s'apparente un peu à celui de Michel Barnier, il devrait donc passer à l'issue des 2 autres lectures et votes qui auront lieu à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Le gouvernement devrait donc s'en sortir à bon compte cette fois-ci, mais il restera en permanence sous la menace d'une censure car ni le RN ni le PS n'obtiendront des gages qui leur suffiront. Si François Bayrou en fait trop pour les socialistes, il se coupera de ses alliés LR. S'il en fait trop pour le RN, il se coupera du centre-gauche macronien. Une situation qui est ni plus ni moins la même que celle de Michel Barnier et probablement la même que celle que connaîtront les institutions jusqu'à de prochaines élections législatives en 2027 ou à l'occasion d'une dissolution. Les policiers mettent la pression à l'Assemblée. Mardi, une manifestation de fonctionnaires de police était organisée pour protester contre le budget 2025 imposé par le 49.3 par François Bayrou. Louis de Torcy était sur place. La maréchaussée contre le budget Bayrou. Mardi, plusieurs milliers de policiers ont répondu à l'appel du syndicat Alliance. L'objectif, alerter quant au nouveau budget passé en force. En effet, malgré la prévision de quelques 250 millions supplémentaires, les préoccupations des forces de l'ordre sont légion. Dans un climat d'insécurité grandissant, beaucoup s'inquiètent pour l'avenir du pays. Ce budget, ce qu'on craint, c'est qu'on n'ait pas les moyens de pouvoir lutter efficacement contre le narcotrafic, contre la lutte contre l'immigration irrégulière. Et aussi, on pense aussi à nos conditions de travail, pouvoir bénéficier de conditions de travail dignes. Et puis nos salaires, il y a plein d'enjeux justement dans ce budget, quoi. Et ce budget concerne les policiers, mais il concerne aussi les citoyens. Parce que la sécurité, c'est la liberté de tous. Je ne suis pas Madame Irma, mais la crainte, c'est la décadence du pays, ni plus ni moins. Donc à partir de là, on voit les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a plus d'autorité, donc on va de plus en plus vers l'anarchie. Après, on le voit dans les faits divers, dans la vie de tous les jours, le non-respect, dans tout. L'immigration irrégulière, la sécurité des policiers, mais aussi des citoyens, de nos jeunes. C'est très dur. Le narcotrafic, je pense qu'il est en grande partie responsable de tout ce qui se passe au niveau faits divers, entre guillemets, si vous permettez le terme, parce que ce ne sont pas des faits divers, ce ne sont plus des faits divers. Tant qu'on n'aura pas une responsabilité pénale des magistrats, on en sera toujours là. À l'exception de la France insoumise, les députés de tous les partis étaient conviés. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau est venu manifester son soutien en silence, à l'instar de plusieurs députés, dont Mathieu Vallet, lui-même ancien policier et député européen du RN, venu discuter avec ses anciens collègues, dont il ne connaît que trop les difficultés. C'est important de venir soutenir les policiers et le budget de Michel Barnier était déjà une saignée. Il y avait une baisse des crédits de la police judiciaire pour faire face aux narcotrafiquants, c'est compliqué. Il n'y avait pas de recrutement chez les policiers, il n'y avait pas de nouveaux véhicules. Bref, c'était un gros boxon et c'est pour ça qu'on a censuré pour protéger nos anges gardiens. Et là, sur ce nouveau budget, il faut absolument que la loi d'orientation de programmation du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire cette loi qui donne des moyens aux policiers et aux gendarmes, soit respectée. C'est 15 milliards sur 5 ans, 3 milliards par an, et il faut que ça soit respecté. Aujourd'hui, on a des rabots qui sont faits pour payer par exemple l'aide médicale d'État pour soigner les clandestins ou encore pour financer des agences comme l'ADEME ou l'agence du bio qui ne sert à rien. Les inquiétudes des policiers sont diverses, qu'il s'agisse des questions de moyens, de justice ou même de corruption. Je veux rappeler une chose aussi, c'est qu'on parle souvent, on commence à aborder le terme de corruption. Alors pour l'instant c'est vraiment à la marge au sein de la police nationale, mais si on veut être sûr qu'on ne puisse pas corrompre notamment des policiers, il faut les payer dignement, avec un salaire digne de ce nom. Et actuellement, on ne peut pas dire qu'être policier, à l'heure actuelle, ce soit quelque chose d'attractif. Donc il faut revaloriser les salaires de manière conséquente. Et l'on poursuit avec un rapide Tour de France.
Le scandale des eaux minérales va-t-il éclabousser Emmanuel Macron ? Plusieurs titres de la presse française ont avancé les preuves que des eaux en bouteille non conformes du groupe Nestlé ont été commercialisées illégalement avec l'accord de l'Élysée et Matignon. Si l'on ignore réellement le potentiel impact sur la santé des eaux incriminées, on sait toutefois que le groupe Nestlé a procédé à des filtrations non autorisées dans la commercialisation des produits portant la mention eau minérale. Une contravention à la loi qui pourrait revêtir les contours d'un scandale d'État si les services du président et du Premier ministre ont véritablement fermé les yeux alors qu'une réunion avec la marque aurait eu lieu. Une étonnante tolérance qui fait écho à la proximité d'Emmanuel Macron avec la firme Nestlé, grâce à qui sa carrière dans la banque Rothschild aura atteint son rapide apogée après un contrat d'acquisition de la branche des laits infantiles avec Pfizer. De là à penser que le président a gardé des relations à la vie et à la mort. Grave attaque au couteau dans un lycée. Mardi à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, un lycéen de 17 ans a été poignardé près du cœur dans la cour de l'établissement Saint-Gabriel. Après un pronostic vital engagé, il serait maintenant hors de danger. L'agresseur est un étudiant en BTS, élève du même établissement. Il a été arrêté avec un autre élève qui tentait de l'aider à fuir. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue. La police a ouvert une enquête de flagrance pour tentative de meurtre et violence commise à l'arme blanche. Selon les premiers éléments, l'agression aurait éclaté après une discussion violente entre 5 personnes. Samedi, le mouvement politique citoyen et le groupe de réflexion Initiative pour la défense de la nation française organisent une conférence débat sur le thème « L'ère des fractures au cœur des crises à répétition ». Philippe Murer, président du mouvement politique citoyen, nous présente l'événement. En partenariat avec IDNF, le mouvement politique citoyen tient ce samedi à Paris une grande réunion politique. Une conférence débat où seront rassemblés beaucoup de personnalités politiques, patriotes de différents partis. Pour en citer quelques-unes, Henri Guénaud, Jean-Frédéric Poisson, Thierry Mariani et des experts comme Éric Dénessé, Christian Perron ou Étienne Chouard. Nous vous y attendons nombreux pour des débats passionnants sur le sujet l'ère des fractures au cœur des crises à répétition et pour réfléchir ensemble à des solutions pour relever la France. L'événement aura lieu au centre Vincentien, 97 rue de Sèvres, dans le 6e arrondissement de la capitale, à partir de 8h45. Et puis c'est la bonne nouvelle du jour, Riette, la laide domestiquée, est finalement autorisée à rester chez sa propriétaire. En 2023, Élodie Capet, propriétaire d'une écurie à Chaours dans l'Aube, avait recueilli une jeune marcassin qui avait trouvé refuge dans sa propriété. Élodie Capet avait entrepris des démarches pour régulariser la situation de l'animal, mais ces demandes avaient été rejetées et la laie risquait jusqu'à l'euthanasie. Sur les réseaux sociaux, le hashtag #SauverRiette provoqua une vague de soutien national, tant et si bien que le tribunal administratif est revenu sur la décision de la préfecture. Riette et Élodie ne seront donc pas séparés. Et nous continuons à présent avec l'actualité internationale. Zelensky acculé. Alors que le président Trump ne fait plus mystère de son désengagement quant à la question ukrainienne, le président sans mandat se résout peu à peu à négocier la paix. À présent, il se dit prêt à accepter des discussions directes avec Vladimir Poutine. En réalité, ces déclarations sont l'unique espoir pour Volodymyr Zelensky de ne pas être totalement tenu à l'écart des échanges entre Washington et Moscou. Par reconnaissance du ventre, le président ukrainien estime qu'un siège devrait aussi être réservé à l'Union européenne pour assister à ces échanges. Pour l'heure, le Kremlin réclame toujours des garanties telles que le renoncement de l'Ukraine à entrer dans l'OTAN et la conservation des territoires de l'Est à majorité russophone, où les référendums de septembre 2022 ont entériné l'appartenance à la Russie. Washington ne répond plus mardi. La poste américaine a annoncé ne plus accepter temporairement les colis venant de Chine. La société USPS n'a pas justifié explicitement cette décision dans une période de flottement qui pourrait déboucher sur une véritable guerre économique entre l'Empire du Milieu et l'oncle Sam. L'entreprise a cependant affirmé que le flux de lettres et d'envois plats venant de Chine continentale et d'Hong Kong ne serait pas affecté. La décision du USPS pourrait bloquer l'entrée aux États-Unis de colis provenant de sites de commerce en ligne comme Shein et Temu, qui vendent des produits à très bas prix et qui concurrencent fortement des entreprises américaines.
Le Premier ministre britannique Keir Starmer et son homologue danoise Mette Frederiksen ont déclaré vouloir renforcer les liens de sécurité entre leurs deux pays. Pour rappel, le président américain Donald Trump a plusieurs fois déclaré vouloir annexer le Groenland, territoire autonome sous juridiction danoise. Sans que le président américain ne soit directement mentionné, les discussions ont principalement porté autour du renforcement des liens de sécurité dans l'Arctique afin de faire face aux menaces, pour reprendre les mots du gouvernement britannique. Après les déclarations du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot, qui avait déclaré que la France pourrait envoyer des troupes au Groenland, oubliant que ce territoire ne fait pas partie de l'Union européenne, nul doute que le soutien britannique devrait tempérer les velléités d'annexion de Donald Trump. L'immigration clandestine, nouveau spectacle de la télé-réalité, une émission britannique intitulée Go Back to Where You Came From, soit Retourne d'où tu viens, met en scène 6 Britanniques, dont certains opposés à l'immigration, qui sont envoyés en Syrie et en Somalie. Ils doivent ensuite revenir au Royaume-Uni. Pendant un mois, les concurrents de cette télé-poubelle sont accompagnés par d'anciens militaires qui assurent leur sécurité. Ils doivent ensuite rentrer par les mêmes moyens que les migrants qui quittent leur pays. Un seul épisode a pour l'heure été diffusé et le dernier devrait se conclure sur la Manche dans une embarcation à destination de l'Eldorado anglais. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 20h, retrouvez un nouveau numéro de Bistro Liberté. Éric Morillo et ses sociétaires reçoivent le criminologue Xavier Hofer. Et dans la note qu'il écrit le 17 juillet 1983 à François Mitterrand, Jean-Louis Blanco estime que le nombre de quartiers problématiques en France est de 22. Nous sommes en 2025. À la fin de l'année 2024, il y en avait 1400. C'est ça le problème, c'est le seul, c'est un problème de métastase. À la suite du drame de la barbarie d'Annecy, où un Syrien avait poignardé des bébés dans une poussette, il y a des militants qui ont pris 3 mois de prison avec sursis pour avoir collé des affiches qui dénoncent ça. Moi je viens de prendre 8 mois avec sursis pour avoir fait face aux émeutiers pour Naël à Angers, qui attaquaient notre local de la rue du Cornet. Je n'ai collé même pas une claque, j'ai juste fait face à des émeutiers. Moi j'ai vécu au Maroc, le pays dans lequel je me suis senti le plus en sécurité, c'était le Maroc. Parce que au Maroc, on fait respecter la loi. Évidemment qu'il y a un problème avec la culture d'origine d'un certain nombre de personnes, etc. Mais c'est d'abord notre faiblesse le souci. À mon humble niveau, c'est un visage et une mission. Un visage, là vous avez des blancs, là vous avez un arabe. D'accord ? Un visage, c'est pour au niveau individuel. Au niveau d'un pays, c'est quoi le visage d'un pays ? C'est la tronche de son peuple, mais c'est aussi les paysages. La France, ce ne sont pas seulement les blancs, c'est les cathédrales, bordel. C'est le vignoble. Également au programme, une rediffusion de Passé Présent avec Éric Anceau sur les menaces qui pèsent sur la laïcité. Sur la chaîne YouTube de TVL Format Court, l'ancien député européen Hervé Juvin revient également sur la figure de Jean-Marie Le Pen. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain. Bonsoir.